Mes chers amis, quand on assiste à une aussi belle fête, on ne peut pas commencer un discours sans évidemment remercier l'ensemble des organisateurs. Merci pour eux. Vous, si nombreux, sachez qu'aujourd'hui, des milliers d'internautes suivent en direct avec vous ce discours et je leur adresse en votre nom un salut chaleureux. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la crise morale et de la crise économique qui secoue notre pays. Oh, on m'accusera donc d'abandonner les fondamentaux. Vous savez, parce que si je parle immigration et insécurité, on me dit que je me reconcentre sur mes fondamentaux. Et si je parle d'autre chose que d'immigration et d'insécurité, on me dit que j'abandonne mes fondamentaux. Mais je n'abandonne strictement rien. Et aujourd'hui, solennellement, je vous le dis, aucun des sujets qui vous préoccupent sera occulté de cette campagne présidentielle. Si parfois j'en parle peu ou je n'en parle pas, c'est que je considère qu'en ces deux domaines, immigration et insécurité, vous en savez bien plus que toute notre classe politique réunie, parce que vous vivez dans la vraie vie. Qu'on aura beau vous asséner des chiffres truqués, la réalité d'une immigration de plus en plus subie, c'est vous, en l'occurrence, qui la subissez. Les 203 000 étrangers légaux qui entrent chaque année, alors que Nicolas Sarkozy avait promis de réguler l'immigration, c'est vous qui les prenez en charge. C'est vous qui prenez en charge aussi les clandestins qui chaque jour passent nos frontières. Vous les trouvez à la préfecture, réclamant des aides et des logements. C'est vous qui êtes le mieux à même de comprendre que notre système de santé, nos hôpitaux coulent parce qu'on se refuse à admettre que l'on ne peut plus accueillir et soigner toute la misère du monde. Qui, mieux que vous, peut faire le constat d'une insécurité galopante? Pas seulement les cambriolages, les vols de portables, les vols avec violence, les viols, les meurtres trop souvent gratuits, mais tous ces délits, ces insultes, ces menaces, ces intimidations pour lesquelles on ne va même plus porter plainte parce que débordés, les services de police ne les enregistrent même plus. Mais qui, mieux que vous, voyez le laxisme d'un système judiciaire qui a démissionné devant les voyous? Mais Nicolas Sarkozy doit savoir que dans ces deux domaines où il a fait tant de promesses, l'immigration et l'insécurité, ce sont des millions de juges, les Français trahis par ces belles promesses et ces belles paroles, qui en avril 2012 le jugeront, lui. Et mon petit doigt me dit qu'il ne doit pas s'attendre en la matière à du laxisme. Mais pourquoi le cacher, mes chers compatriotes? L'une des causes les plus profondes de mon engagement politique et l'une des motivations principales de celles et ceux qui nous rejoignent tient à l'état misérable dans lequel se trouve aujourd'hui la République française, le souci du bien public. Je veux dire la République française dans son aspect le plus élevé, en ce qu'elle est d'abord une morale. Oui, notre engagement, notre passion et pour un nombre croissant de Françaises et de Français dont je suis, notre colère vient de l'état stupéfiant dans lequel se trouve ce que l'on appelait naguère encore et qu'il faut persister à appeler l'esprit public. La République française, je le répète, ne peut vivre sans une morale. Or, depuis quelques années, il ne se passe pas de mois, et ces derniers temps, il ne se passe même pas une semaine, ni un jour, sans qu'éclate ou rebondisse un scandale.
Cette semaine, c'est l'affaire des valises de billets, ce que Pierre Péan a nommé dans un livre accablant paru avant-hier « La République des mallettes ». Ouvrage qui met gravement en cause les archontes du système UMPS. Oh, bien sûr, voyant le coup venir, ils ont bien tenté de brouiller les pistes, demandant à l'un de leurs affidés de tirer tous azimuts et de salir tout le monde, y compris, bien entendu, le Front National, principale force d'opposition du pays. Quel est leur espoir en faisant cela? C'est que le peuple français n'y voit que du feu. Ils espèrent qu'ils se réfugient dans le fatalisme du bon vieux tous pourris, qui en fait les arrange. Alors, on a fait monter au créneau un homme particulièrement honorable, Monsieur Bourgi. Ce Monsieur Bourgi, opportunément, 2 jours avant la sortie du livre qui éclabousse Nicolas Sarkozy, président de la République, et sa clique, est venu porter des accusations contre M. Chirac et contre M. Villepin. Certains grands conseillers en communication sont alors partis le voir en lui disant « Mais tu es fou, mon ami, tu ne te rends pas compte que tu vas servir la soupe à Marine Le Pen, qu'enfin les Français vont se rendre compte que le seul parti propre, la seule candidate propre, c'est Marine Le Pen. Alors, tu vas aller accuser Jean-Marie Le Pen. » Et le Bourgi, que j'ai écouté, j'ai cru que la télévision ne résisterait pas. Je voyais son nez pousser au fur et à mesure où il parlait. Est venu nous expliquer que M. Bongo, qui considérait Jean-Marie Le Pen comme un raciste, soi-disant, aurait donné à un raciste qui n'avait quasiment aucune chance, évidemment, d'être élu président de la République en 88 une mallette de billets. Salissez, salissez, il en restera toujours quelque chose. Vous avez bien vu la technique qui est utilisée. Avant, il y avait la célèbre trilogie. C'est pas vrai. Quand on montrait que c'était vrai, c'est pas moi. Et quand on montrait que c'était lui, c'est pas grave. C'est Strauss-Kahn qui en est à c'est pas grave. Et puis alors, quand ça marche pas, on trouve un 4e argument, tout le monde le fait. Eh ben non, tout le monde ne le fait pas, justement. Et c'est vers ceux qui ne le font pas que les Français doivent se tourner. Écoutez, honnêtement, il suffit de voir l'argent dont disposent les grands partis et qu'ils dépensent sans compter, recourant aux 1000 et un moyens que donne l'argent pour corrompre l'opinion, pour s'attacher des prétendus observateurs ou analystes de tout poil, qui sont en fait des stipendiés du système, pour manier les ficelles d'une propagande aux multiples visages. Il suffit de les voir vivre, eux et leurs grands, ou plutôt gros partis, pour connaître les vrais bénéficiaires d'un système qui transforme notre pays en république bananière. Il suffit de comparer les trains de vie des partis et des campagnes électorales pour savoir où vont les mallettes, à défaut de savoir d'où elles viennent. D'ailleurs, l'impudence des oligarchies dominantes est telle qu'il leur arrive de théoriser le pouvoir de l'argent roi, de l'argent devenu roi. Nicolas Sarkozy lui-même, qui au passage augmente son indemnité de 174%, ça a été à peu près sa première mesure. Mais Nicolas Sarkozy lui-même ne manque pas une occasion de faire l'éloge de la richesse qui manifestement le fascine. Il n'eut même aucune pudeur à placer son quinquennat dès ses premiers jours, volant en jet privé du Phuket au yacht de M. Bolloré, sous le signe de la plus délétère connivence, c'est-à-dire de la plus délétère confusion entre l'argent et le pouvoir. Ah, on ne s'étonne pas, nous, de voir la présidente du MEDEF voler elle aussi au secours du président des puissances d'argent dans un ouvrage paru ces jours-ci, ouvrage qui est aussi un éloge de l'Europe supranationale et atlantique, et bien sûr, une charge contre moi. Mais tout se tient. On dépasse les nations, on dépasse les peuples, on ne les sert plus,
On les arnaque. On vit hors sol, dans le petit royaume mondialisé de l'argent facile. La geste de Madame Parisot vaut tous les discours. Tout est clair. Certes, la confusion du pouvoir et de l'argent est un modèle. Il accourt sous de nombreux horizons de par le monde, et même aux États-Unis, où celui qui prétend à l'exercice d'un mandat, y compris le mandat suprême, doit d'abord faire la preuve qu'il sait, comme on dit là-bas, faire de l'argent. C'est une tradition qu'assume pleinement la culture politique états-unienne. Mais il se trouve que la culture politique française, que Nicolas Sarkozy a l'air d'oublier, si tant est qu'il ne l'ait jamais connue, est exactement inverse. En France, la légitimité politique ne vient pas de la richesse, mais du service, lequel ne va pas, mes chers amis, sans privation, retenue, décence, sinon même sans une certaine ascète. N'oublions pas que pendant des siècles, les biens personnels du roi étaient entièrement versés au domaine royal, puisque, comme on le disait alors, le roi n'a pas d'autre souci que son royaume. Et quand les derniers Bourbons, cloîtrés à Versailles, donnèrent l'image de la richesse, ils le payèrent, hélas, très cher. Ils le payèrent au prix d'une révolution. Oui, la France a quant à elle un autre modèle de la légitimité politique, celui du service, ce que l'on a longtemps nommé avec Thomas d'Aquin le service politique. Depuis ses origines, le service est la notion cardinale de notre État, celle qui seule justifie le pouvoir et légitime ses détenteurs. Sans doute la notion de service dérive-t-elle d'une conception chrétienne de la responsabilité politique, en sorte que le service du bien public fut et doit rester d'abord, oui, Madame Parisot, le service des pauvres contre les féodaux, du peuple contre les corporations et les oligarchies de tous ordres. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que l'une des grandes figures de notre histoire est Jeanne d'Arc, que le Front National s'honore de célébrer chaque année. Et c'est bien le sens profond de son épopée que d'avoir répondu, elle, pauvre d'entre les pauvres, à l'appel des miséreux dont la guerre de 100 ans et l'abandon de l'État aux mains des Anglais avaient ruiné les conditions d'existence et qui avaient besoin d'un État, d'un ordre, d'une justice. Programme simple. Bouter l'occupant hors de France, c'est la souveraineté nationale. Puis faire couronner le pauvre roi de Bourges dont on disait « roi pauvre comme le peuple, il est le roi du peuple, roi couronné par une bergère, il est le peuple roi », c'est la souveraineté populaire. Souveraineté nationale, souveraineté populaire, c'est tout le programme de la France. Et je ne crois pas, désolé, que ce logiciel français se soit arrêté avec l'ancienne France. Il perdure dans la conception que les grandes familles politiques françaises ont gardée de l'État. Je pense par exemple à la fameuse exclamation de Jaurès sur la nation. Il aurait pu aussi bien dire « l'État qui, quand il a tout perdu, est le dernier bien du peuple ». Mais moi, je ne crains pas d'invoquer Jaurès. Et d'autant moins que les mondains du Parti socialiste l'ont abandonné au bénéfice, paraît-il, d'Harlem Désir. Mais les mondains qui nous gouvernent, ou plutôt qui ne nous gouvernent même plus, comprennent-ils cela? Il n'y a pas de pouvoir légitime en France sans une certaine austérité, celle qu'observèrent aussi bien Louis IX ou Louis XI, que plus près de nous d'authentiques serviteurs de l'État, à quelques familles de pensée qu'ils aient appartenu, se sont eux aussi soumis. Pensons à De Gaulle, à qui on peut sûrement beaucoup reprocher, mais qui avait une vision de la France et qui, tenant à cœur de faire installer un compteur d'électricité dans les appartements privés de l'Élysée
pour que ces dépenses personnelles ne fussent pas à la charge du contribuable. Et ça n'était qu'au début de la Ve République. Alors on se demande, avec ces histoires de mallettes à la Al Capone, les mallettes Bettencourt, les mallettes Wörth, les mallettes Bourgie, les mallettes africaines et les mallettes pakistanaises, si nous sommes toujours dans la même République. On se demande si nous sommes encore dans la République tout court. Mais je n'évoque ici que les affaires d'argent et non les affaires de mœurs, car elles pullulent. Mais au moment où tout s'abîme dans les affaires, où la politique de la France non seulement se fait, ou plutôt se défait à la corbeille, mais finalement y plonge, je ne peux manquer de rappeler l'impératif de service pour l'opposer à l'impératif de jouissance qui, on le voit sous nos yeux aujourd'hui, tandis que l'histoire s'accélère brutalement, emporte tout. Ici, mes chers amis, je voudrais dire une chose. Je ne suis pas pessimiste. Je crois que de cette essentielle notion de service, de bien commun, de res publica, le peuple français garde toujours une secrète nostalgie. C'est bien pourquoi d'ailleurs la pénible affaire Strauss-Kahn eut tant d'écho et si profondément. Ce n'était pas que l'on voulut accabler en sa personne une figure de l'oligarchie plus qu'une autre. C'est qu'il est l'emblème d'une oligarchie politique qui, oubliant ce qu'elle se devait et ce qu'elle devait à son peuple, a plongé dans une idéologie du dépassement des nations, qui fut un dépassement général des limites, des contraintes, des devoirs et des règles, au bénéfice de l'unique slogan 68 arts, jouir sans entrave. Eh bien, mes chers compatriotes, ces temps-là sont révolus. Le grand impératif de la mondialisation marchande, l'impératif de jouissance auquel céda toute une génération, et même deux, se heurte aujourd'hui à tous les murs. Elle se heurte enfin aux réalités. En quoi ce que l'on appelle la crise n'est pas, comme dit si bien notre ami David Mascret, une crise du crédit, mais une crise du credo. Ce credo, je crois en l'argent, je crois en la jouissance sans limite, est en train de se montrer au grand jour pour ce qu'elle est, une fuite en avant dans le néant. Et même le ciel est d'accord avec nous. C'est pourquoi, mes amis, cette crise financière, leur crise financière, est et sera terrible. Mais elle peut être une chance de restaurer enfin la nation et le service de la nation, l'État et le service de l'État, le peuple et le service du peuple. Une chance de retrouver Jean Bodin, le meilleur théoricien de ce qui s'appelait au XVIe siècle la res publica, et cette morale du service public qu'il opposait à Machiavel et à son prince, pour qui la politique était l'art de conquérir le pouvoir et d'en jouir, comme le font les petits marquis d'aujourd'hui. Une chance de remettre l'économie au service de la politique, et non l'inverse, comme l'UMP et le PS nous y ont habitués. Une chance de retrouver avec la politique une morale publique. Une chance d'opérer un vaste rassemblement des patriotes réunis sur l'essentiel de nous-mêmes. Une chance de retrouver le sens de l'État qui s'est évaporé dans les hautes sphères. Oui, je demanderai dans le cadre de cette campagne présidentielle qu'il existe des enquêtes de moralité sur le personnel de la République. Il n'y a absolument aucune raison que les ministres ou les grands commis soient moins regardés que ne le sont les gardiens de la paix. Ça nous aurait évité Strauss-Kahn, ça nous aurait évité M. Tron, ça nous en aurait évité bien d'autres. Quand M. Djouri, vous ne le connaissez pas, M. Djouri. M. Djouri, c'est un des porteurs de mallettes. C'est celui qui probablement aura un jour d'ailleurs à répondre de son comportement. C'est celui dont on apprend dans les livres de M. Péan qu'il se balade au propre comme au figuré
dans les couloirs de la République, entrant même dans le bureau du président de la République quand celui-là n'est pas là. Ce monsieur Djouri, il vient de la mafia. C'est un voyou, un homme qui un jour a été jeté dans une cour d'hôpital avec 2 balles dans le buffet, ce qui n'a pas dû vous arriver à vous. Et c'est ce monsieur qui négocie les grands contrats de l'État. C'est ce monsieur dont, semble-t-il, les grands services de renseignement ont nettoyé la fiche de police. Ce sont ceux-là qui ont acquis une parcelle de plus importante de pouvoir sans que ni vous ni moi ne le sachions. Oui, il faudra faire des enquêtes de moralité sur le personnel de la République, y compris le personnel occulte. Il faudra des enquêtes obligatoires et poussées sur les conflits d'intérêts avant d'effectuer des nominations de ministres, de hauts fonctionnaires. Oui, il faudra refondre la formation des fonctionnaires afin d'y mettre en avant le sens de l'État. Le sens de l'État, c'est bien redonner un sens à la politique de l'État. À ce propos, arrêtons-nous, mes chers amis, après ces considérations d'ordre général, mais bien utiles, sur le terrifiant spectacle que nous offre le pouvoir au sujet de la crise économique et sociale que j'évoquais à l'instant. Mais une question nous étreint. Savent-ils où ils vont? Sont-ils en capacité de dire aux Français où ils les emmènent? Eh bien, je pense que non. Depuis 2008, depuis le déclenchement de la crise financière, économique et sociale qui frappe de plein fouet notre pays, le pouvoir et les pseudo-experts médiatisés qui lui servent de caution trompent les Français. Ils les trompent. Ils les trompent en leur vendant à chaque fois que cette folle crise semble connaître un petit décrescendo. À chaque fois que se remettent temporairement à frémir les cours du CAC 40 et du Dow Jones, la fameuse sortie de crise. Ils jouent les optimistes forcés, espérant maintenir le plus longtemps l'illusion qu'ils maîtrisent la situation. Ils ne cessent d'organiser des sommets, des rencontres. Ils sont à 3, ils sont à 2, ils sont à 7, ils sont à 8, ils sont à 20. D'en sortir à chaque fois la mine réjouie pour nous annoncer fièrement que cette fois, ça y est, c'en est fini. Ils ont vaincu la crise. Ils ont trouvé la recette miracle. Dormez tranquille, braves gens, tout va bien. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à chaque fois, il ne faut pas une semaine pour que tout recommence comme avant, en pire. Souvenez-vous, c'était le 21 juillet dernier. Nicolas Sarkozy paradait devant les caméras et les micros pour expliquer qu'il avait sauvé la Grèce, qu'il avait sauvé l'euro et qu'il avait sauvé l'Europe. On s'attendait à ce qu'il nous dise qu'il avait sauvé le monde, mais il n'a quand même pas osé. Superman avait terrassé la crise. Ben, vous connaissez la suite. Pas de super pouvoir, mais des mots, encore des mots, et des mensonges, toujours. Ils essaient en réalité d'acheter du temps. Mais ce temps nous coûte, et de plus en plus. Rétablissons la vérité. Je sais qu'elle est parfois difficile à entendre, mais c'est une vérité dont on débat dans d'autres pays et qu'on tait en France. La Grèce est aujourd'hui plus mal en point que jamais. Sa dette explose, son économie s'effondre, le chômage s'envole, les services publics disparaissent.
L'euro apparaît chaque jour davantage pour ce qu'il est, une monnaie non viable, une machine à créer du chômage et de la dette. Pire encore, l'Europe, chaque jour un peu plus, s'enfonce dans des querelles, des divisions, des rancœurs qui font craindre la résurgence de tensions graves entre les pays. Regardez aujourd'hui l'état déplorable de nos relations avec les pays du sud de l'Europe. Regardez les anathèmes que se jettent les uns aux autres des pays qui devraient pourtant vivre en totale amitié. Alors soyons très prudents. Ces tensions montantes menaceront à terme la cohésion du vieux continent si on ne prend pas garde à sortir du cercle vicieux dans lequel les dirigeants nous ont enfermés. On nous avait dit que l'Europe, c'était la paix. Il nous apparaît de plus en plus que l'euro, c'est la guerre. Mais sans Grecs, qui ne maîtrisent pas leurs dépenses, tricheurs, fraudeurs, entend-on d'un côté, égoïstes, les Allemands, qui ne veulent pas continuer à payer. Le pouvoir est perdu face à cette crise. La fausse boussole de ces fausses certitudes indique le Sud. Il s'acharne à suivre une très mauvaise direction, celle de la panique, de la précipitation, du grand n'importe quoi, comme principe de gouvernement. Regardez donc ce qu'ils sont capables de faire tout de même. Voter les plans de renflouement des pays victimes de l'euro. Encore 15 milliards français, tout récemment jetés dans le trou sans fond de la dette grecque. Au total, notre pays a déjà voté 32 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour renflouer uniquement la Grèce, dont on avoue maintenant qu'elle fera de toute façon faillite. Oui, 32 milliards. 32 milliards d'euros brûlés dans l'incendie de l'euro. 32 milliards gagnés par le travail des Français partis en fumée, sous l'effet d'une politique idiote, menée par des élus de l'UMP et du PS totalement irresponsables. 32 milliards, mes chers amis, l'équivalent de tout le déficit de la sécurité sociale cette année. Et après ça, ils osent venir réclamer aux classes populaires, aux classes moyennes, aux fonctionnaires, aux retraités, aux petites entreprises, de nouvelles taxes, des hausses de mutuelles, la hausse de la CSG, toujours de nouveaux sacrifices. Mais quelle imprévoyance, quel amateurisme, quelle incompétence. Je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai tant qu'ils seront encore en place et que nous n'aurons pas pris le gouvernail. L'argent des Français doit rester en France. Mes chers amis, nous sommes les seuls à avoir eu le courage de réclamer cette mesure de bon sens. Eh bien, réjouissez-vous, car aujourd'hui un sondage vient de nous exprimer la cruelle vérité pour nos dirigeants. 68% des Français sont contre les plans de renflouement. Ils le font donc contre la volonté du peuple. Alors la France est ballottée au gré des secousses causées par une crise de l'euro qui n'est plus sous contrôle. Une crise de l'euro qu'ils ont toujours refusé de voir et d'admettre. Parce que s'ils l'admettent, c'est qu'ils ont eu tort, c'est qu'ils se sont trompés, c'est qu'ils vous ont trompés, qu'ils ont menti aux Français, qu'ils ont promis n'importe quoi, que leur idéologie, leur dogme, leur certitude arrogante, mais l'euro nous protège, l'euro c'est la croissance et l'emploi, n'étaient que des fautes politiques et des espérances mensongères. Nicolas Sarkozy et son gouvernement, je vous le dis, ne sont pas à la hauteur des événements. Qui voudrait qu'on agisse enfin dans l'intérêt national, qu'on protège la France et les Français, et rien que cela. Et là, mes chers amis, vous comprenez qui avait raison, qui a raison.
et qui aura raison. Tout devient limpide. On m'a pendant des mois moqué, on m'a traîné dans la boue, traité d'incapable, traité d'incompétente, parce que j'avais osé faire les bons diagnostics et avancer les bonnes solutions. On m'a insulté parce que j'ai dit qu'il y avait un problème avec l'euro, que plusieurs pays de la zone euro allaient tomber et faire faillite, dont la Grèce. Mais j'ai prévenu de tout cela. Ma critique de l'euro n'a jamais été idéologique. Je n'ai jamais mis en doute les capacités de l'euro pour le plaisir de le faire, bien évidemment. J'ai fait une analyse réfléchie. J'ai consulté des économistes. J'ai attentivement observé le débat naissant dans d'autres pays, à commencer par l'Allemagne. J'ai refusé les œillères idéologiques. Et ma démarche a toujours été la suivante. Je veux qu'un plan organisé, planifié, concerté avec nos partenaires européens remplace la panique, la précipitation et la désorganisation. Mais je le sais, l'enquête d'opinion dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi en Allemagne, où ce sont 75% des Allemands qui sont contre les plans de renflouement. Tous les indicateurs le montrent. Les Allemands n'entendent plus payer pour les plans de renflouement sans fin de la zone euro. Légitimement, comme les Français, ils ne veulent plus déverser pour rien des milliards d'euros, alors que la misère, là-bas comme chez nous, est grandissante. Ils ont compris que ces plans de renflouement ne sont pas de l'eau qu'on jette sur un brasier pour l'éteindre, comme la caste au pouvoir veut le croire et le faire croire, mais de l'huile qu'on met sur le feu que cette caste a allumé, le feu nourri de son incompétence et de ses dogmes éculés. Alors, je le dis clairement, les gouvernements français et allemands doivent prendre une initiative commune et forte, une initiative pour arrêter l'expérience malheureuse de l'euro et rétablir les monnaies nationales, nous rendre l'espoir du travail, l'espoir de la richesse, l'espoir de la prospérité. Cette expérience de l'euro voulue par Mitterrand et Delors, il faut quand même s'en souvenir, est un échec total. Eh bien, il faut l'assumer maintenant. C'est le seul moyen de mettre un terme à la folie dans laquelle nous sommes embarqués. Et il faut le faire vite, parce que plus on attendra et plus on paiera. On peut encore faire en sorte aujourd'hui que les choses se passent correctement. Je ne veux pas qu'on soit acculé dans quelques mois, dans quelques semaines, en ayant attendu et payé inutilement à prendre des décisions dans la catastrophe et dans la précipitation. On entend déjà dire « Oh, ce qui serait bien, c'est qu'on jette la Grèce hors de l'euro. » Comme ça, sans préparation. Mais quand Marine Le Pen a dit qu'il fallait arrêter de verser pour la Grèce, elle s'est fait insulter. Aujourd'hui, vous êtes prêts à jeter ce pays, à jeter ce peuple, à jeter cette nation où est née la démocratie, ce qui, vous le savez, aura des conséquences dramatiques pour eux, mais aussi pour nous. Nicolas Sarkozy se montre comme un fidèle vassal des marchés. Et moi, je lui demande de revenir maintenant aux intérêts français et à eux seuls, de retrouver la main, d'aller voir Madame Merkel pour avoir un discours de vérité avec elle. Le couple franco-allemand doit montrer qu'il est pleinement mobilisé pour sortir la zone euro de la crise et retrouver l'équilibre financier, économique et social. Oui, il doit retrouver l'initiative. C'est ça la responsabilité de nos dirigeants. C'est ce à quoi moi je m'engage. Redonnons la parole à nos peuples, parce que nos peuples ont compris, quand nos dirigeants, eux, n'ont rien compris. Vous savez, Front National a mis beaucoup de débats sur la place publique. La laïcité, les prières de rue, l'immigration, l'insécurité grandissante. Il a mis aussi sur la place publique le débat de l'euro. Mais ce débat est tabou. En France, on n'a pas le droit d'en parler. Alors qu'en Allemagne, le débat fait rage. On donne la parole à toutes les opinions. On discute, on progresse. Ce qu'on voit lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est que dans la classe politique, parmi les représentants des entreprises allemandes et surtout au sein du peuple, de nombreuses voix se font entendre pour demander à ce que l'Allemagne mette fin à l'expérience de l'euro.
Alors je ne me résous pas à la crise perpétuelle et à la désindustrialisation. Nous avons le devoir, comme responsables politiques, d'agir avec discernement, avec pragmatisme, et d'offrir à nos peuples un avenir, de permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, de se dire qu'ils ne paieront pas toute leur vie pour les fautes commises par les générations qui les ont précédées, de créer une véritable espérance au sein d'un peuple qui le mérite. Et ce sens des responsabilités, cette politique que j'incarne, nous appellera à régler de la même façon, selon la même méthode de bon sens, la crise bancaire. Parce que celle-là, on commence juste à vous en parler, mes chers amis. Mais ça vous intéresse au premier chef. Les banques, vous savez, celles qu'on a déjà sauvées en 2008 à coups de milliards, qui, à peine remises debout, ont recommencé à jouer au casino avec notre argent et à gaver leurs traders de bonus indécents. Elles ne pourront pas continuer éternellement à vivre sur le porte-monnaie du peuple français, parce que leur argent, c'est le nôtre. On me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire, Madame Le Pen? Eh bien, écoutez, je vais séparer le bon grain de l'ivraie. Je vais séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Nous sauverons les banques de dépôt parce que c'est l'argent des Français, et pour les banques d'affaires, qu'ils s'en débrouillent. Mais attention, ça ne se fera pas comme en 2008 sans contrepartie. Souvenez-vous qu'en 2008, on a versé des milliards à BNP Paribas et le gouvernement n'a pas voulu siéger au conseil d'administration. Non, non. Séparant les banques de dépôt et les banques d'affaires, venant sauver les dépôts des Français, nous demanderons évidemment des contreparties. Nous assisterons et nous exprimerons la voix du peuple français dans ces conseils d'administration. Nous y siégerons, nous y prendrons toute notre part, nous obligerons les banques à faire cesser la pratique honteuse des bonus. Nous les obligerons à investir dans l'économie réelle, au soutien des ménages et au soutien des PME. Voilà pourquoi je suis en faveur d'une nationalisation partielle et temporaire par l'État de ces banques de dépôt. En revanche, les banques d'affaires, les banques spéculatives, celles qui nous demandent de payer sans cesse, ces banques qui jouent à la roulette avec notre argent et passent leur temps à détruire l'économie productive au bénéfice d'une économie TNT, cette économie virtuelle qui nous explose régulièrement à la figure à coups de produits financiers hautement toxiques, ceux-là ne pourront pas compter sur nous. Vous voyez, mes amis, c'est à une double crise que nous devons immédiatement apporter des solutions. Une crise économique, financière et sociale, et une crise de la morale publique, et donc de la politique, la deuxième ayant à l'évidence précipité la première. Nettoyer l'État des jouisseurs, des affairistes, des corrompus, nettoyer l'économie des spéculateurs et des tricheurs. Voilà ce à quoi aujourd'hui l'histoire nous appelle. Remettre à l'honneur les valeurs de l'effort, de droiture, de vérité, de courage, d'honnêteté, de loyauté, de mérite. Voilà le préalable, indispensable au redressement du pays. Développer une vision et bannir le court-termisme. Penser l'intérêt général en rejetant les égoïsmes. Retrouver le sens du mérite en rejetant les privilèges indus. Honorer le savoir-faire plutôt que le faire savoir. Se rappeler toujours les devoirs que l'on a vis-à-vis des siens plutôt que de jouer les généreux vis-à-vis des autres. S'imprégner toujours de l'immense responsabilité de transmettre à nos enfants le patrimoine que l'on a reçu sans le dénaturer ni l'abîmer. Voilà quelques-uns des grands principes qui sont les nôtres. Voilà la mission qui, en ce début de XXIe siècle, pèse sur nos épaules afin de refermer la parenthèse du déclin, du renoncement, du découragement et du fatalisme. Car comme le rappelait, mes chers amis, Gabriel Roy,
Il ne faut jamais dire que l'espoir est mort. Ça ne meurt pas, l'espoir. Alors pour que vive la France, vive une nouvelle espérance! Avec eux. Avec eux. Marine présidente, Marine présidente, Marine présidente. Mes chers amis, je compte sur vous pour faire retentir en plein air et donc du plus profond de votre cœur notre hymne national. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve. Vive les Français, vive la France!